Pouvoir être des vôtres ce matin et pouvoir échanger un peu aussi autour des travaux qu'on a menés sur le Rhône pendant quelques temps, notamment entre 2012 et 2015, période durant laquelle on a mené un projet de recherche sur les enjeux de gouvernance transfrontalière du Rhône. Donc comment est-ce que la Suisse et la France opèrent dans un périmètre qui va du Léman jusqu'à la ville de Lyon. Donc c'est principalement de ça dont on va parler aujourd'hui, avec une perspective passablement opérationnelle, pas tellement en lien avec le droit des écosystèmes et le droit de la nature. Donc on va vraiment traiter plutôt des enjeux opérationnels, et vous verrez évidemment sur les bords de la discussion, on traitera aussi de ces grands enjeux. Avant de traiter du Rhône en tant qu'objet, je voulais tout d'abord vous donner quelques éléments à mon propos et aussi à propos de ce que l'on fait à l'Université de Genève sur ces questions-là. Aujourd'hui, on va parler des enjeux de gouvernance et donc à l'Université de Genève, on a deux équipes de recherche principales qui traitent de ces enjeux de gouvernance de l'eau et de ce que l'on appelle d'hydropolitique. Autrement dit, de comment est-ce que les acteurs gèrent l'eau ensemble, comment est-ce que les cadres réglementaires sont mis en application, quels sont les rapports de force qui peuvent exister entre ces acteurs et quels sont les objectifs conduits par les différents acteurs qui sont dans la pièce. Donc on a deux équipes de recherche qui regroupent à peu près une quinzaine de personnes à l'Université de Genève, des doctorants, des postdocs, des chercheurs plus seniors. D'une part, le Geneva Water Hub, qui est donc un centre de compétences de l'Université de Genève, qui est un peu particulier pour le monde académique, parce que d'une part, on fait de la recherche et de l'enseignement académique classique, mais d'autre part, on fait également du plaidoyer politique. L'idée, c'est de dire, on a l'eau qui génère des dynamiques de conflit et de coopération. Avec le Geneva Water Hub, on essaie de mieux comprendre comment est-ce que l'eau génère des dynamiques de coopération. Et on croit vraiment dans ce pouvoir de l'eau de participer en fait à des efforts de paix et de sécurité. Donc c'est non seulement essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais aussi ensuite de porter ce message. Donc on fait du plaidoyer politique, notamment dans différentes arènes et différents niveaux, ça va de l'ONU jusqu'à vraiment des communautés locales en Afrique de l'Ouest notamment, où on essaie de porter ce message, quel est votre lien au fleuve, comment ce fleuve participe à la stabilité régionale, participe à trouver des emplois pour tout le monde, participe à la sécurité, à l'éducation, comment est-ce que ça fonctionne. Et on a une branche armée, on va dire, c'est un peu étrange de parler de branche armée quand on parle de paix et de coopération, mais une branche armée scientifique qui est la chaire UNESCO en hydropolitique, où là, on est vraiment des chercheurs qui essaient de comprendre justement ces dynamiques hydropolitiques. Donc vraiment, comprendre comment les acteurs se mettent ensemble. Vous aurez les slides à la fin avec les liens, donc vous pourrez regarder après la présentation. Donc pour revenir sur les grands cadres d'analyse, vous voyez avec les photos que l'on voit là, nous, on se concentre vraiment sur les dynamiques sociopolitiques. Qu'est-ce que les acteurs pensent, qu'est-ce que les acteurs font, comment est-ce que les acteurs interagissent avec les règles. Donc on travaille sur l'analyse des cadres réglementaires, comment est-ce que ça fonctionne. Typiquement, quand on parle de gestion transfrontalière, on voit qu'on a des conventions de droit international qui sont très structurantes, par exemple la convention d'Helsinki, mais on voit aussi que les États, ils jouent un peu avec ces conventions. Ce n'est pas forcément une application telle qu'elle, ce n'est pas des conventions qui sont faites pour être appliquées telles quelles. Donc on travaille aussi sur les acteurs, sur leur marge de manœuvre, sur les dynamiques de conflit et de coopération, sur évidemment les enjeux transfrontaliers, sur les questions de discours, comment est-ce que les acteurs produisent un discours politique et pour quelles raisons. Donc on part du principe que lorsque la Suisse a un discours sur le Rhône, c'est un discours qui n'est pas uniquement dépendant du Rhône, mais d'autres enjeux. Donc comment est-ce que cela est constitué. Le pouvoir, le rapport à la nature qu'on traite également, et les questions d'équité et de justice. Pour revenir sur ces questions d'eau, paix et de coopération, c'est un élément qui est important pour nous parce qu'il faut savoir que malgré les narratifs que l'on voit souvent dans les journaux sur la prochaine guerre de l'eau qui arrive, si on travaille sur l'analyse des données historiques, on se rend compte que globalement, l'eau a généré plus de processus de coopération que de conflits. Depuis 1948, on a environ une trentaine de conflits directement liés à l'eau avérés. Sur la même période, on a à peu près 250 accords qui ont été signés à l'échelle transfrontalière pour la coopération. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête quand on parle de questions hydropolitiques et de eau, paix et coopération, d'avoir c'est une mise en perspective par rapport à ce qu'on essaie de nous vendre en général, parce qu'évidemment, ça vend plus de papier. Donc ça, c'est le général de nos travaux de recherche, pour que vous voyez un peu quelle approche on aura également aujourd'hui durant la présentation. Ensuite, le Rhône. Bon, alors nous, on est à l'Université de Genève, forcément. On a notre laboratoire en sortant de l'université. On voit le Rhône, on voit l'Arve. Donc évidemment, on a envie de traiter de cet enjeu. Mais on a aussi, du point de vue scientifique, un ensemble d'éléments qui ont suscité notre questionnement. On s'est demandé, OK, on a quand même quelque chose à part ici avec le Rhône. Essayons de comprendre pourquoi c'est aussi particulier. Alors, le premier intérêt, c'est que la région est particulière du point de vue des dynamiques transfrontalières. On a évidemment tout d'abord un système
qui est constamment à cheval entre les frontières. D'accord ? Si vous voyez ici la carte, vous avez le Léman qui est partagé en son milieu entre la Suisse et la France. Vous avez l'ensemble des rivières sur le pourtour de la cuvette genevoise qui font un peu à saute-mouton entre la France et la Suisse. Vous avez ce Rhône qui est partagé entre les deux États. Mais vous avez également, du point de vue des eaux souterraines, et là c'est uniquement un aquifère, mais la nappe du Genevois, qui elle également est partagée entre la Suisse et la France. Donc vraiment un ensemble de systèmes qui sont partagés. Différents systèmes hydrologiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, parce que la question est de savoir, est-ce que, quand on parle d'eau souterraine ou d'eau de surface, est-ce qu'on fonctionne de la même façon ou pas ? Et pour quelles raisons ? Comment est-ce que l'on s'organise en tant qu'acteur, en tant qu'institution ? Quel type d'organisation on définit ? Et est-ce que ça diffère ? Donc là, on a déjà cette dimension comparative dans un espace qui est relativement restreint. Troisième élément qui nous intéressait, les défis d'une forte fragmentation institutionnelle. Donc on a 2 départements, 3 cantons, 2 États, des communes. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'acteurs qui sont intégrés dans la gestion transfrontalière de l'eau et qu'il s'agit de mettre en musique quelque part, avec toujours des objectifs différents, des intérêts, des contraintes. Donc on a quand même un terreau qui est assez fertile pour des problèmes. Et nous, les problèmes, ça nous intéresse parce qu'on essaie de comprendre comment ces problèmes sont gérés. D'accord ? Donc ça, c'est un peu le périmètre régional. Ensuite, on a un certain nombre de paradoxes. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison que l'on vient sur le Rhône, en fait, en termes vraiment du point de vue d'un questionnement scientifique. Le paradoxe, c'est que dans cette région-là, on a énormément de succès sur les questions transfrontalières. Premier succès, vous en avez certainement déjà entendu parler, la CIPEL, avec la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, établie dans les années 1960, qui a eu un impact monumental sur la qualité du Léman. D'accord ? Là, vous avez une photo eau polluée d'Angers. Dans les années 60, personne ne se baignait dans le Léman. D'accord ? Moi, j'ai des archives que je montre à mes étudiants où on parle de cochons de 150 kg qui flottent. On avait énormément d'eutrophisation de l'eau à cause du phosphore. On avait vraiment énormément de problèmes de qualité. D'accord ? Donc là, on a quand même une organisation transfrontalière qui a permis de mettre les forces en commun, d'avoir des plans de gestion coordonnés qui ont amené une qualité de l'eau assez incroyable pour un lac aussi d'une telle importance. Premier succès. Deuxième succès d'importance, la nappe du Genevois. J'en ai parlé précédemment. On a autour de la nappe du Genevois un accord que les États ont défini ensemble pour une gestion coordonnée de cette nappe du Genevois, avec notamment une réalimentation de la nappe à travers de l'eau d'Arve. Donc des mécanismes assez sophistiqués, on va dire, qui sont d'autant plus importants et intéressants, puisque si l'on parle d'eau souterraine, et si vous regardez les questions d'aquifères transfrontaliers, vous verrez qu'à l'échelle globale, malgré le fait que c'est 30% de l'eau douce disponible pour l'être humain sur Terre, à l'échelle globale, on a peut-être 8 accords transfrontaliers qui existent pour les questions d'eau souterraine. Donc c'est encore une terre inconnue. D'accord ? Et si vous regardez ces 8 accords, vous vous rendrez compte que souvent c'est des déclarations ministérielles, mais pas beaucoup de mécanismes de gouvernance qui sont mis en place par les États. Et là, on a malgré tout un mécanisme assez sophistiqué, substantiel, qui permet de gérer cette nappe en commun, avec des problèmes qui existent, on le voit très bien aujourd'hui, mais néanmoins un cadre de coopération précurseur, 1978, qui a 40 ans, plus de 40 ans, qui a fait son bout de chemin et qui a montré sa performance au fil du temps. Troisième succès, la culture de coopération à l'échelle régionale. Et ça, c'est un graphe qui est issu d'un travail qu'on a mené avec Gilles Milauzer et l'Office cantonal de l'eau, où on a essayé de dire, on sait qu'on a un laboratoire intéressant pour les questions transfrontalières, on sait que beaucoup de choses se passent, alors essayons de regarder vraiment qu'est-ce qu'il se passe, in fine. Et on se rend compte qu'on a donc travaillé sur la construction d'un catalogue d'instruments de politique publique de gestion transfrontalière de l'eau. Quels sont l'ensemble de ces instruments qui existent ? Et on se rend compte qu'au fil de temps, dans cette région transfrontalière, on a une quarantaine d'instruments qui ont été développés. D'accord ? Donc une quarantaine d'instruments, c'est une densité réglementaire extrêmement importante. D'accord ? Donc là, on a quand même quelque chose qui montre cette culture de coopération qui existe, ce terreau extrêmement fertile, avec notamment des instruments de politique publique tout à fait innovants du point de vue transfrontalier, notamment les contrats de rivière. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces contrats rivières. Pas encore. Des contrats donc, qui permettent à l'échelle d'un sous-bassin de coordonner les actions au niveau franco-suisse. D'accord ? C'est un instrument de politique publique français qui a été réinterprété pour convenir à la perspective suisse et à l'échelle transfrontalière. Et c'est là où le paradoxe intervient. Vous avez ici une carte produite par le canton de Genève. Vous voyez que l'ensemble de la cuvette du Genevois est entouré de ces contrats rivières, Arves, Sud-Ouest Lumanique, Foron, Pays de Gex, Genevois.
Mais au milieu de tout ce système de coopération extrêmement abouti, eh ben, on a le Rhône. Et le Rhône, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a aucun cadre institutionnalisé pour la gestion et la coopération transfrontalière. D'accord ? On a la CIPEL qui est très fortement ancrée pour le bassin du Léman, mais rien qui traite du Rhône en tant que tel. Donc ça, d'un point de vue scientifique, évidemment, ça a suscité notre intérêt. On s'est dit, mais comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible que rien n'existe, alors qu'on a deux États qui sont quand même très bien organisés, qui ont une culture de coopération très aboutie ? On a un système qui fonctionne malgré tout. Donc, quelles ont été les variables déterminantes ? Pourquoi on a décidé d'aller dans un sens ou dans l'autre ? Un Rhône qui, pendant longtemps, n'a pas suscité beaucoup d'attention. On s'en est assez vite défait. Pourtant, récemment, quand même des enjeux. Et ça, c'est une caricature qui a été faite en 2015 lors de la visite de François Hollande à Berne. D'accord ? C'était une des premières grandes visites du président français en Suisse. Accueilli par notre présidente de l'époque, Madame Samaruga, et on voit très bien quelle est la dynamique en ce qui concerne le Rhône. D'accord ? Avec Madame Samaruga qui, en tant que Suisse, a le robinet, et le tapis rouge qui est le Rhône, en fait, pour François Hollande qui arrive sur le parvis du Palais fédéral. Et ce qui était intéressant, c'est que nous, à ce moment-là, on travaillait sur le projet de recherche. On était en fin de projet, 2015. Et mon téléphone, à 15h30, commence à sonner. En général, je ne réponds pas aux premiers appels, je continue à travailler. Mais il continue à sonner. Pour venir, je décroche. Et en fait, c'était les affaires étrangères suisses qui me disent « Bon, François Hollande veut parler du Rhône, on ne l'attendait pas, qu'est-ce qu'on doit dire ?» Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait dire sur le Rhône. D'accord ? Alors que nous, ça faisait 3 ans qu'on travaillait dessus, avec la Confédération également, vous verrez tout à l'heure. Mais il y avait vraiment un manque d'intérêt suisse sur ces questions transfrontalières qui était vraiment flagrant. Donc comment est-ce qu'ils ont fonctionné, je ne sais pas encore, mais vous verrez tout à l'heure, ça a suscité quand même des dynamiques nouvelles dans les questions de gouvernance transfrontalière. Ensuite, pour arriver sur le Rhône, on est donc sur un cas extrêmement atypique en termes de gouvernance transfrontalière. Aussi, on regarde ce qui se fait ailleurs. Si vous voyez à l'échelle européenne, les grands fleuves qui existent sont généralement balisés par des accords transfrontaliers entre les États et par des instances qui permettent la coordination entre les différents acteurs. Pas seulement les États, à différents niveaux. C'est le cas pour le Rhin, avec la Commission internationale pour la protection du Rhin, qui a eu aussi là également un impact extrêmement positif sur la gestion du Rhin, avec le retour du saumon, avec aussi une mise en valeur des écosystèmes. Le Danube, ICPDR, avec 19 États membres. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement 2 États, c'est 19 États membres qui sont prêts à mettre en commun leurs perspectives. Le Pô, 3 États membres, un peu moins d'États certes, mais néanmoins cette volonté de travailler ensemble. Pour le Rhône, c'est la France et la Suisse, mais rien de tel n'existe. Donc ça, c'est un questionnement qui nous était extrêmement important. Et d'autre part, ce que l'on voit ensuite en pratique, c'est qu'on a un nombre d'acteurs opérationnels extrêmement limité pour la gestion du Rhône. De Genève à la Méditerranée, principalement 2 opérateurs. Côté suisse, les services industriels de Genève. Côté français, la CNR. Avec cette concession, qui va maintenant jusqu'à 2040, signée en 1934-33. Donc, très peu d'acteurs qui, au final, sont aux manettes de cette gestion opérationnelle. Alors évidemment, ces acteurs-là travaillent sous l'égide des autorités, mais néanmoins, on voit là déjà en termes de signal de ce que l'on attend du Rhône, une perspective assez particulière, avec des énergéticiens qui jouent le rôle en fait d'instances comme la CIPR, ICPDR ou l'autorité du bassin. Donc nous, on a mené un projet de recherche entre 2012 et 2015 qui s'appelait GouvrRhône, un projet de recherche qui était financé par des fonds français et par des fonds suisses. On avait côté français la DREAL, on avait l'agence Rhône-Méditerranée-Corse, on avait EDF qui était à bord. Côté suisse, on avait la Confédération suisse, le canton de Genève, le canton de Vaud. Est-ce que j'oublie quelqu'un Et SIG, évidemment, les services industriels de Genève, qui étaient aussi à bord de ce côté-là. On a eu des discussions avec la CNR au début. À cette époque, il y avait des bisbilles entre la CNR et SIG, donc la CNR a décidé de se retirer. Donc déjà, ça c'était aussi un signal. On a 2 opérateurs majeurs. On a un des opérateurs qui n'a pas tellement envie de traiter de ces questions-là à ce moment-là. Les choses ont évolué depuis, mais c'était aussi un signal important dans notre travail. Projet de recherche qui a débouché sur ce livre qu'on a publié en 2020, assez récemment, dans lequel on essaye de faire un peu le tour de ces questions, et je pourrais vous transmettre également l'e-book après la session. Sur ce projet en particulier, donc, comme je vous le disais, on a travaillé sur un périmètre particulier, Léman jusqu'à Lyon. D'accord ? Et l'idée, c'était de comprendre simplement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voyait très bien, parmi nos interlocuteurs, notamment les États, qu'on n'avait pas forcément tout le temps une vue d'ensemble des enjeux transfrontaliers. On avait beaucoup d'une très forte connaissance opérationnelle, parce que les acteurs fonctionnent très bien,
sont très, très bien équipés pour fonctionner, mais cette vision d'ensemble parfois manquait. Donc l'idée, c'était de dire, essayons de poser un diagnostic. La grande chance qu'on a eue, c'est qu'en 2011, un problème est survenu. En 2011, suite à une décision du canton de Genève de réduire les débits sortants au Seget pour maintenir les niveaux du Léman, tout d'un coup, les Français se sont rendus compte qu'ils avaient quelques inquiétudes pour le refroidissement de la centrale nucléaire du budget. D'accord ? Ça, c'est 2011. Ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, on a eu des discussions ministérielles. Nous, on est arrivé avec nos valises à ce moment-là, et les États nous ont dit, on va financer votre projet pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on était très contents. On a fait ce projet pendant 3 ans, et en 2015, l'idée, c'est de dire, maintenant, vous avez ce projet, maintenant, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Nous, on a fait notre travail d'analyse. Maintenant, c'est au processus politique de démarrer. D'accord ? 2015, on est aujourd'hui en 2022, on n'a toujours pas d'accord cadre. Donc ça vous montre aussi un peu ce décalage entre le processus scientifique et le processus politique, qui n'est pas nouveau, on le sait très bien, mais qui montre aussi à quel point c'est compliqué de se mettre en accord et en musique pour traiter de cette gestion transfrontalière. Quelles étaient les questions de recherche que l'on a traitées ? Tout d'abord, quelles sont les spécificités de la gouvernance transfrontalière du Rhône ? On a essayé de comprendre pourquoi ce cas est unique. Comme je l'ai fait tout à l'heure, d'un point de vue comparatif, qu'est-ce qu'il en est en regard d'autres cas ? L'Europe foisonne de mécanismes de gestion transfrontalière de l'eau. On a ici à Genève la principale convention de droit international qui gère ces enjeux transfrontaliers. Très bien. Qu'est-ce qu'il en est du Rhône en particulier ? Donc vraiment l'idée de poser un diagnostic de façon assez descriptive. Ensuite, quelles sont les variables explicatives contribuant à expliquer son évolution ? Et comment a évolué la spatialité du fleuve ? Donc d'abord comprendre, voilà, très bien. Pourquoi est-ce que le Rhône a pris cette trajectoire ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est on voit que depuis les années, notamment les années 2000-2009, on a beaucoup ce discours autour de la nécessité de gérer un fleuve à l'échelle d'un bassin versant. Très bien, on voit que pour le Rhône, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Côté français, on a un instrument qui s'appelle le plan Rhône, dont les Français parlent avec beaucoup de fierté, mais si vous regardez la carte, le plan Rhône, il s'arrête à la frontière. Donc ce n'est pas une vision par bassin, c'est une vision par bassin français. Et ça, on essaie de comprendre comment cette vision de la spatialité a évolué au fil du temps. Troisième élément, la structure de gouvernance actuelle est-elle assez robuste pour résister à de profondes modifications ? Alors là, la question, c'était de savoir, on sait qu'on est aujourd'hui dans un temps de changement climatique, changement économique, changement politique. On a 2 acteurs qui sont là depuis maintenant extrêmement longtemps. Qu'est-ce qui se passe pour la gouvernance du Rhône si un de ces acteurs venait à changer ? Au moment où on traitait du sujet, on était encore dans la discussion de la nouvelle concession de la CNR. Donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça tient le coup ? Est-ce que si tout à coup on a moins d'eau, est-ce que ces modes opératoires entre opérateurs hydroélectriques et énergéticiens, est-ce que ça tient le coup ? Est-ce qu'on ne va pas avoir des crispations peut-être qui vont subvenir ? Donc ça, c'était une question, c'est capacité d'adaptation de la structure de gouvernance qui nous a intéressé beaucoup. Dernière question, comment les tensions ou les rivalités d'usage émergentes peuvent-elles être régulées ? La question, c'est de dire, très bien, on a fait un diagnostic, on a compris ce qu'il se passait, on croit qu'on a compris, parce que vous verrez, c'est assez complexe. Très bien, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc la dernière partie du projet, ça a été de dire, on va essayer d'avoir une force de proposition, notamment avec des scénarios de gouvernance qui pourraient être utilisés par les États. In fine, Gilles, qui est impliqué, peut-être nous le dira, mais je n'ai pas l'impression que ces scénarios ont été utilisés dans les négociations en cours. Je crois que c'est reparti. Donc là, également, on voit aussi un peu les limites de notre capacité d'action sur les processus politiques en action. Donc on a eu un processus de recherche en 4 temps. Tout d'abord, l'analyse de l'évolution des institutions, notamment avec une perspective historique, de dire comment ces institutions ont évolué, quelles ont été les contraintes, quels ont été les points forts, pourquoi tout à coup on a un déclenchement. Ensuite, l'analyse des cadres normatifs en présence et des configurations d'acteurs. Quelles sont les règles, quels sont les acteurs, qui est en position de pouvoir, qui n'est pas content de sa position et essaye un peu de jouer les coudes pour prendre un peu plus de place. Analyse climatique, historique et modélisation. On a essayé de voir, très bien, qu'est-ce qui va se passer avec les débits du Rhône. D'accord ? Alors, la spécificité ici, c'est qu'on a le Léman. Le Léman, c'est une grande baignoire qui permet un reset hydrologique complet du système et qui permet évidemment de jouer avec les niveaux. Malgré tout, c'est un lac qui est beaucoup apprévisionné par le Rhône et par la fonte des glaciers. Donc, qu'est-ce qui va arriver ? D'accord ? Donc, on a essayé de comprendre les impacts en présence à travers une analyse rétrospective, mais aussi on a fait une modélisation jusqu'à 2100 pour voir quelle était l'évolution. Avec toujours l'hypothèse de dire, si on a moins d'eau, a priori, les rivalités vont augmenter. Donc, comment est-ce qu'on gère ça ? Et enfin, cette analyse prospective, avec la définition de scénarios de gouvernance. On avait 9 scénarios de gouvernance, plutôt opérationnels.
Donc évidemment, le projet était payé par plutôt des acteurs opérationnels, donc ils nous demandaient d'avoir des solutions opérationnelles. Donc on n'a jamais eu un scénario qui était vraiment redonnons une personnalité juridique au fleuve, donnons-lui un statut. On était plutôt sur comment est-ce qu'on peut mettre ensemble les acteurs. Donc ça partait on continue à fonctionner comme on le fait aujourd'hui, jusqu'à la création d'une commission internationale pour la protection du Rhône, en passant par un observatoire scientifique où les acteurs pouvaient avoir cet objet en commun et en discuter. Ce que je vous propose, c'est, sans suivre exactement ces 4 phases, essayer quand même de s'appuyer un peu sur cette vision pour comprendre l'évolution. D'accord ? Et ensuite revenir à la situation actuelle en fin de présentation. Et tout d'abord, je vous propose d'aller à travers cette évolution des institutions. D'accord ? Donc d'avoir un peu une analyse historique sur quels ont été les discours et les perceptions du Rhône, du point de vue transfrontalier, à travers l'histoire. On a dénoté 3 principales phases de développement. Une première phase qui va de 1870 à 1970, avec cette idée de Rhône comme un outil de construction de la nation. D'accord ? Donc là, on est très loin, évidemment, de la perspective Rhône comme écosystème à part entière, avec une première phase qui est marquée par la conception du fleuve essentiellement comme un outil de production industrielle. Et ça, je crois que vous le voyez très bien dans votre quotidien si vous allez au bord du fleuve. On a quand même un fleuve qui est très artificialisé, avec énormément d'infrastructures de production énergétique le long du fleuve. Donc on a une perspective productiviste qui est extrêmement présente dans la constitution du système Rhône. L'essor de l'hydroélectricité, avec la houille blanche, et l'usage de l'eau pour l'irrigation, qui ont été extrêmement structurantes pour la mission notamment de la Compagnie nationale du Rhône. Et enfin, une première phase qui a été marquée par 2 guerres mondiales, donc aussi avec tout un narratif et un usage du Rhône dans la construction d'un narratif durant le conflit et après le conflit. On voit que le Rhône a beaucoup été utilisé à la fois en Suisse et en France pour construire un narratif autour de la construction de la nation. D'accord ? Dans un temps évidemment assez chahuté d'un point de vue politique. Alors ça, c'est typiquement le genre d'image que vous voyez à l'époque. D'une part, des images qui montrent à quel point l'ingénierie est en capacité de maîtriser la puissance de la nature. Ça, c'est le premier élément. D'accord ? On a cette houille blanche, on voit qu'on a ces gens qui regardent les cascades du Rhône, avec évidemment des riverains qui ont été protégés grâce aux installations. Donc on a vraiment cette protection contre la nature qui est mise en avant. On a également cette idée de la houille blanche, donc cette capacité à construire les capacités de l'État à travers des infrastructures innovantes, dans une perspective moderniste, vraiment une capacité de produire de l'énergie à la fois pour la construction de l'État et pour le quotidien. Et vous avez aussi des iconographies de ce type-là, avec, vous voyez, typiquement en haut à gauche, c'est vraiment cette volonté de mettre en avant à quel point ces infrastructures sont modernes. Vous avez également des décideurs politiques qui portent ce discours. La photo du milieu, c'est le général Guisan lors de l'inauguration du barrage de Verbois, avec environ 50 millions de francs suisses qui ont été investis à l'époque dans l'infrastructure. Et puis vraiment, si vous écoutez le discours du général Guisan, qui a été retransmis en direct dans la radio pour toute la population, cette idée d'autonomie énergétique de la Suisse, cette idée de reconstruction, on est en capacité, malgré ces temps troublés, d'avoir une emphase extrêmement forte sur la construction d'infrastructures. Et enfin, cette phrase qui est assez significative, ça c'est le barrage de Seyssel, le Rhône au service de la nation. Clairement, on voit à quoi sert le Rhône. On n'est pas du tout dans une perspective d'ouverture, on est vraiment dans une perspective de production, qui se reflète très bien, vous avez traité des cartes hier sur le linéaire fluvial, avec énormément de centrales hydroélectriques et de centrales nucléaires le long du Rhône. D'accord ? Tous les X kilomètres, vous avez une infrastructure qui arrive. Et très peu, évidemment, comme vous le savez, de sections du fleuve qui demeurent relativement naturelles. Deuxième phase, 1970 à 2000, avec un moment important qui est en fait la fin de ce monopole hydroélectrique. Avec notamment l'émergence d'un nouvel usager qui va beaucoup changer les choses, qui est l'énergie nucléaire. D'accord ? Et là, on voit Georges Pompidou qui vient inaugurer en grande pompe une centrale de production. L'idée ici, qu'on a cette émergence de l'énergie nucléaire comme un nouvel acteur, avec en 1974 la stratégie du tout nucléaire français, qui va changer beaucoup de choses. D'une part parce que l'utilisation de l'eau est un peu différente. Pour l'hydroélectricité, on est sur la production de pointe. Pour l'énergie nucléaire, on est sur du ruban. On a besoin d'avoir un apport constant d'eau pour le refroidissement de la centrale. Donc cette position de pouvoir de l'hydroélectricité, elle va être quelque peu mise à mal, aussi en termes de priorité. D'accord ? Il y a des arbitrages qui vont être faits, notamment pour l'attribution de certains stocks d'eau. Et puis les acteurs vont avoir un peu moins de marge de manœuvre, avec des acteurs émergents
qui vont prendre un peu plus de place autour de la production nucléaire. Et vient ici la question de la bonne échelle de gestion du Rhône. Pour la première fois, on se dit, ok, très bien, on parle de sécurité nucléaire. En 1984, si je ne me trompe pas, à Tchernobyl, on voit qu'on a des impacts qui vont au-delà des frontières politiques. Tout d'un coup, on se dit, peut-être qu'en fait, le refroidissement du Rhône, c'est aussi une affaire franco-suisse. Peut-être qu'on doit aller voir au-delà des frontières politiques uniquement. Donc cette dimension implique également une première perspective par bassin qui est liée vraiment à l'émergence de cette activité nucléaire. Et paradoxalement, durant cette période, également un éloignement de l'État de la gestion opérationnelle. C'est-à-dire qu'en même temps, on a un nouvel usager, le nucléaire, qui peut avoir des répercussions extrêmement importantes, mais on a aussi un État qui, à travers les contrats de concession, va beaucoup déléguer sa puissance de frappe. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'elle va laisser faire. Elle va encadrer, elle va donner des cahiers des charges extrêmement bien fournis en termes de sécurité nucléaire, mais néanmoins, elle va s'appuyer sur des grands opérateurs énergéticiens, notamment sur EDF, pour la gestion des infrastructures au quotidien. D'accord ? Donc on a durant cette période, quelque part, l'État qui est moins au centre de la configuration d'acteurs et qui laisse plus de place. Troisième phase, des années 2000 à aujourd'hui, avec l'impératif environnemental et l'avènement de rivalités complexes, où là, on voit clairement un changement de paradigme, dont la façon également dont le Rhône commence à être perçu. Tout d'abord, l'augmentation de la complexité de la gestion de l'eau, qui découle de la reconnaissance croissante de nouveaux usages. D'accord ? D'un coup, à partir des années 2000, 1970 déjà, on voit qu'on a un renforcement global des politiques environnementales, en tout cas suisses et français. À partir de là, on a aussi une reconnaissance de l'environnement comme ayant un droit à être protégé. Donc les procédures se complexifient. D'accord ? Vous parlerez cet après-midi de gestion sédimentaire. Il y a une opération clé à l'échelle transfrontalière ici, au barrage de Verbois, qui est la chasse sédimentaire. Donc l'idée d'ouvrir et ouvrir les vannes pour laisser les sédiments partir. Alors ça, c'est une opération qui a des impacts environnementaux extrêmement importants si vous le faites mal. Mais à l'époque, c'était un échange de lettres. Donc c'était l'opérateur qui informait son collègue français, on va procéder de cette façon, ok, on y va. Ensuite, on a eu un moratoire tout à coup, pendant une dizaine d'années, parce qu'il fallait discuter de cette pratique qui posait problème, parce que tout à coup, on se disait, peut-être que l'environnement on va aussi le considérer, d'accord ? Et puis ensuite, après, des nouvelles procédures, avec des mises à l'enquête publique, avec des processus de consultation, qui vont évidemment avoir des impacts sur la durée de préparatoire de l'opération. D'accord ? Donc une évolution des cadres réglementaires, de nouveaux cadres réglementaires, notamment la directive cadre sur la protection des eaux de l'Union européenne qui va imposer des objectifs écologiques, un ensemble une architecture institutionnelle qui va se complexifier et qui va induire aussi des changements dans la gouvernance du fleuve et du point de vue opérationnel. Et donc la considération montante et relative du bassin versant comme l'unité de référence pour la gestion du fleuve. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'à la fois côté suisse, côté français, et ça c'est une des recommandations à l'échelle internationale qui a été faite, notamment à travers le concept de gestion intégrée de la ressource en eau. En 2009, on a un narratif qui dit la bonne échelle, c'est le bassin versant. Tous les fleuves du monde devraient être gérés à cette échelle-là. D'accord ? Donc les États le savent. Et il y a cette volonté d'aller de l'avant. Côté français, on voit très bien la CNR avec le plan Rhône. Néanmoins, on voit qu'on n'arrive pas à parvenir à aller au-delà de la frontière politique. Intensification du nombre d'usages hétérogènes et des rivalités complexes. On voit qu'à ce moment-là, si vous avez des nouveaux acteurs autour de la table, de nouvelles régulations, tout se complexifie. D'accord ? On n'est plus simplement dans cette perspective qui va du haut vers le bas, où on a des ingénieurs qui décident des infrastructures et qui mettent en place. On a tout à coup des processus qui prennent plus de temps. Par contre, oui. Au niveau des guerres, dans le souvenir, il y a eu beaucoup d'eau abîmée. Beaucoup d'eau abîmée. Empoisonnée, voilà, pour pas que son voisin puisse arroser son jardin, etc. Et ça, on ne peut rien faire. Et comment on récupère l'eau, c'est récupérer l'eau dans sa nature normale. Oui, on voit les impacts au quotidien, et Gilles vous en parlera peut-être, mais on a des dépôts d'armement dans le lac qu'on doit traiter aujourd'hui, on ne sait pas exactement où ils sont, on ne sait pas comment les traiter toujours, donc on a quand même des conséquences de la guerre qui sont importantes. Oui, voilà, tout à fait, bien sûr. On parle de tout ça, mais en même temps, il y a aussi le bien-être en général. Oui, tout à fait. Au niveau frontière et à tout niveau. Quoi. Non, je vous rejoins tout à fait. Là, je me concentre sur les modes opératoires, mais je vous rejoins là-dessus tout à fait. Ouais. Voilà, parce qu'on en parle, mais rivalité, c'est tout.
Donc, si on essaie de synthétiser, ce que l'on a fait dans le projet, c'est qu'on a utilisé 3 variables pour synthétiser un peu cette évolution de l'historique. Territorialité, dans quelle mesure est-ce que le bassin versant fait sens ou non. Construction de l'État, à travers ses capacités industrielles, et construction de la nation. Entre État et nation, c'est un peu différent, puisque dans la nation, il y a toute cette symbolique de puissance, de domination d'une nation à l'échelle internationale. Ce que l'on voit, c'est que dans cette première phase, on a un territoire national qui est l'unité de référence, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout des dynamiques transfrontalières, ou très peu. On a l'hydroélectricité, qui est donc au cœur du développement, vraiment cette période de la houille blanche. Et on a évidemment cette hydroélectricité qui est utilisée dans un discours, dans un narratif de progrès technologique et de puissance de la nation. Phase 2, sécurité nucléaire, qui implique de repenser la bonne échelle de gestion, qui ouvre un peu la perspective en allant au-delà des frontières. Le nucléaire comme source d'énergie stratégique et aussi comme symbolique, à nouveau, de l'avancée et de la puissance internationale de la nation en France. Et enfin, phase 3, l'unité du bassin versant qui est reconnue d'un point de vue politique public, mais qui peine à se mettre en application. Et une légitimité de l'État, on n'est plus tellement dans des dynamiques nationalistes entre la Suisse et la France aujourd'hui, des dynamiques au niveau étatique qui permettent de voir les choses de façon un peu différente. D'accord ? Et notamment avec ce cadre européen qui permet de parler des enjeux de coopération de façon un peu différente. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce stade-là sur l'analyse historique ? Non ? Ok, on pourra revenir dessus après. Maintenant qu'on a un peu cette vision du déroulé et des narratifs, des discours qui ont été produits, ce qui donne un peu aussi une indication sur comment est-ce qu'on voit le Rhône aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de nous concentrer sur l'analyse des cadres normatifs et des configurations d'acteurs. Donc de voir comment ça fonctionne. D'accord ? Alors, ça, c'est des résultats tirés du projet jusqu'à 2015, donc maintenant, ça fait déjà 7 ans, mais je ne crois pas qu'il y ait des changements significatifs. Gilles, tu me diras si jamais, mais je ne crois pas qu'il y ait des changements significatifs sur la façon dont la configuration d'acteurs a évolué. On a essayé de retracer les principaux acteurs et leurs liens à l'échelle franco-suisse. D'accord ? Donc, vous voyez déjà à travers cette image-là qu'on a passablement d'acteurs qui sont impliqués dans la gestion opérationnelle. Et ce qui est intéressant, on va revenir dessus aussi, c'est que l'on a un côté qui est plutôt rouge, dispositif de droit public, et un côté qui est plutôt bleu, dispositif de droit privé. D'accord ? Avec évidemment une incidence du droit privé sur la gestion du fleuve. On y reviendra tout à l'heure. Côté suisse, concentrons-nous sur cette première partie. Ce que l'on voit d'abord, c'est qu'on a des niveaux du Léman qui sont définis par un acte intercantonal. Donc le Léman, la régulation du Léman est extrêmement et précisément définie, faite au barrage du Seget, par SIG, sur la base d'un acte intercantonal, qui est donc signé entre Genève, Vaud et Valais, sous l'égide de la Confédération suisse. Alors déjà, du point de vue transfrontalier, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que toute la rive sud du lac soit française, les Français ne sont pas du tout impliqués dans cet acte intercantonal. Donc aujourd'hui, à ce jour, les Français n'ont rien à dire sur la régulation du Léman. Et ça, c'est déjà une dynamique transfrontalière qui est intéressante, je trouve. On a un seul outil qui existe sur ces enjeux quantitatifs, qui est lié à la production hydroélectrique et qui se fait dans le cadre de ce qui s'appelle la Convention des Mossons. Le fait qu'en fait, en amont du lac Léman, une part d'eau d'Arve qui se déverse dans le Léman est prélevée pour la production hydroélectrique. Et la Convention des Mossons, ce qu'elle dit, c'est que la France a le droit à ce stock d'eau à la sortie de Genève. D'accord ? Ce stock d'eau, c'est 85 millions de mètres cubes. C'est en gros 1 cm sur l'ensemble de la surface du lac. D'accord ? Donc ça, c'est un stock d'eau auquel la France a le droit annuellement pour sa gestion opérationnelle, et un stock d'eau qui a notamment été priorisé pour l'usage nucléaire. Vous voyez, quand on parlait des rapports de force entre hydroélectricité et nucléaire, là, c'est assez clair. D'accord ? Donc ça, c'est le premier élément. Alors la France a longtemps été très contente de cette situation. Il ne faut pas se le cacher. Évidemment, la sécurité des rives était assurée, pas besoin de trop financer l'infrastructure, tout fonctionne bien. Mais on voit qu'on a eu une bascule dans cette perspective-là. Avec notamment les Français qui tout à coup se sont dit, en fait, c'est un réservoir qui est transfrontalier. On voit qu'il y a le changement climatique, on aura besoin d'appels d'eau peut-être. On n'a pas mot à dire aujourd'hui dans la régulation. Est-ce qu'on ne pourrait pas réouvrir cette discussion-là ? D'accord ? Et ça, c'est compliqué. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Autre élément, donc la Convention des Mossons dont je viens de parler, un opérateur qui est contraint par cet acte intercantonal, donc l'opérateur, c'est les services industriels de Genève, et par les différentes concessions qui sont signées soit avec la Confédération suisse, soit avec le canton de Genève. D'accord ? Sur les infrastructures transfrontalières, vraiment transfrontalières, c'est avec la Confédération suisse. Sur le canton de Genève, c'est avec le canton. Et donc on a cet opérateur SIG qui est responsable pour le respect de l'acte intercantonal, donc de l'établissement des niveaux, mais qui a aussi une stratégie de production hydroélectrique, quelque part. Donc il y a aussi un peu cette marge de manœuvre au sein de la fourchette qui est donnée.
Et enfin, une position intermédiaire du canton de Genève, qui fait le lien entre la Suisse et la France, du point de vue opérationnel, qui fait le lien, alors là je parle assez librement Gilles, hein, qui fait le lien aussi avec la Confédération suisse sans forcément être tout le temps beaucoup soutenu par la Confédération suisse, mais qui doit se retrouver dans des discussions plutôt à l'échelle nationale avec la France. Donc un peu ce rôle intermédiaire tout en étant également détenteur d'une part de capital de dotation de l'entreprise SIG, donc qui est présente au conseil d'administration, et qui a aussi un rôle dans la définition de la stratégie hydroélectrique. Donc c'est un peu cette position intermédiaire que le canton de Genève occupe aujourd'hui. L'ensemble de ces accords sont des dispositifs de droit public. Donc l'acte intercantonal est consultable, vous le trouvez sur le web assez facilement. Les concessions entre Genève et SIG sont consultables également. C'est assez facile. On a une transparence assez forte sur les modalités opérationnelles côté suisse. Côté français, on a une situation qui est un peu différente, avec évidemment cette concession sur le Rhône qui a été signée, qui change passablement les choses. L'opérateur du Rhône, la CNR, donc qui agit sous le modèle de la concession, avec une concession extrêmement longue, qui va durer plus que 100 ans, avec évidemment énormément d'infrastructures qui ont été construites, beaucoup de responsabilités, donc aussi la nécessité d'avoir du temps pour un retour sur investissement, mais néanmoins une gestion du Rhône qui a été déléguée à un opérateur en particulier. Ensuite, un modèle de gestion qui découle en partie de l'auto-organisation des acteurs par le biais du dispositif de droit privé. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les acteurs, dans leur marge opérationnelle et dans leur mode de production, vont passer des accords pour des compensations financières en cas de manque de production, pour un partage des bénéfices, mais c'est vraiment les opérateurs qui vont gérer ces accords-là. Donc vous avez ce triangle-là entre SIG, CNR, EDF, où les acteurs vont, pour faciliter la gestion opérationnelle, passer des accords de droit privé. Ce qui, sur le fond, est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on assure que le débit, les transferts d'eau se font, que les activités, que les rivalités sont régulées, que les besoins de chacun sont respectés. Le problème du droit privé, c'est l'opacité. C'est que vous ne pouvez pas aller voir tout le temps ce qui est écrit dans les contrats. Et là, je me suis retrouvé dans une situation assez intéressante, notamment quand on a eu les premières séances du projet, où j'ai rencontré les représentants de l'Adréal, qui m'ont dit « Oh, vous savez, la centrale du budget, elle est extrêmement bien régulée, on a l'autorité de sûreté nucléaire qui définit un cahier des charges pour EDF, tout fonctionne très bien, le refroidissement fonctionne très bien, on a eu quelques hicks, mais ça fonctionne bien. » Je dis « Ok, c'est très bien, mais est-ce que vous savez comment le transfert d'eau est opéré ?» Et personne n'a su me répondre. Parce que le transfert d'eau dépend de dispositifs de droit privé entre la CNR et SIG, entre CNR et EDF, pour adapter les modalités de production. Donc on a quand même, ok, très bien, une centrale qui a un cahier des charges très bien défini pour son refroidissement, mais on ne sait pas d'où vient l'eau. Donc on a quand même un problème. Troisième élément ici, un État central qui cherche à retrouver une position centrale. On a senti très bien pendant le projet que si la France est délaissée pendant longtemps, s'est détournée pendant longtemps de la gestion opérationnelle du Rhône, et tout d'un coup elle cherche à reprendre sa place. Dans la configuration d'acteurs. Et on l'a vu également dans les renégociations pour la prochaine concession CNR, on a un État central qui est beaucoup plus présent dans sa capacité de pilotage, aussi en réponse des responsabilités françaises vis-à-vis de la directive cadre de l'Union européenne. Donc ça, c'est la structure de gouvernance. C'est les acteurs qui sont en place, vous voyez des modalités différentes et des enjeux déjà qui surviennent. Fragmentation, opacité, transparence des modes opératoires, mais aussi une structure de gouvernance qui est très orientée autour de la production. C'est principalement les énergéticiens qui sont aux manettes de la gouvernance transfrontalière. Alors après, la question, une fois qu'on a ce diagnostic, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, c'est de dire qu'est-ce qu'il en est de la résilience? Est-ce que ces accords de droit privé ils sont suffisamment robustes pour réagir à des changements profonds? C'est là où mes compétences vont être réduites, parce que je ne suis pas climatologue. On s'est appuyé sur une équipe de climatologues à l'Université de Genève, mais qui ont essayé de faire tourner des modèles pour essayer de comprendre l'évolution de ces régimes hydrologiques. La première chose qu'ils ont montré, à travers une analyse statistique et historique, c'est qu'on a quand même une tendance négative significative des débits moyens. En particulier pour le Rhône, l'Arve et l'Ain. En lien notamment avec la fonte des glaciers. Mais c'est déjà une tendance qui émerge aujourd'hui. Ensuite, le deuxième élément, ça a été de la modélisation prospective, avec des débits, l'analyse des débits sur 2070-2100. Et là, la situation n'est pas beaucoup plus réjouissante, avec toujours cette diminution des débits moyens annuels, jusqu'à 63% dans le Rhône, 56% dans l'Arve, 43% dans la Loue.
Augmentation des débits moyens annuels dans l'Ain, donc on a quand même des tendances qui sont un peu différentes parfois, et pas de tendance claire pour la Saône. Mais sur le Rhône, en tout cas, on voit qu'en lien avec la fonte des glaciers, on a quand même une diminution importante. Décalage de la saisonnalité des débits, forcément, parce qu'on passe d'un régime de fonte des glaciers à un régime de précipitation. Et enfin, dernier élément, et pas des moindres, l'augmentation des situations d'étiage extrêmes dans le Rhône et l'Arve, donc des situations où les conflits vont être de plus en plus prégnants au sein de la configuration d'acteurs. En tout cas, c'est l'hypothèse que l'on peut en faire. Des crues extrêmes également, et enfin l'augmentation de la température moyenne, avec forcément des impacts sur les écosystèmes. Donc vous voyez, on a quand même un terreau qui est assez fertile pour que le système soit un peu sous tension. D'accord ? Donc la question maintenant, c'était vraiment de dire, est-ce que le système, quelles sont les caractéristiques du système, et est-ce que ces caractéristiques sont capables de faire preuve de résilience ? Pour ce faire, on est revenu sur les systèmes de gouvernance, puis on a essayé d'en tirer des généralités. Quels sont les enseignements que l'on peut faire de notre diagnostic, des dispositifs juridiques et de l'usage que les acteurs en font? Et dans quelle mesure est-ce que ça tient le coup? Alors le premier élément que l'on a constaté, c'est la forte capacité de régulation des cadres institutionnels suisses et français. On a quand même 2 États qui sont très bien dotés en politique publique et des États qui ont les outils simplement pour imposer, changer, faire évoluer la façon dont la gouvernance transfrontalière est opérée. Deuxième élément, on voit qu'on a le maintien d'une certaine flexibilité grâce à cette capacité d'auto-organisation des acteurs. Donc le droit privé, ce n'est pas seulement un problème, c'est aussi des opportunités. D'accord ? Typiquement, je vous parlais de la Convention des Mossons et de ce stock d'eau disponible pour la France. La transmission de ce stock d'eau, il dépend d'un autre accord de droit privé, les mesures d'exécution, qui est renégociable tous les 5 ans. D'accord ? Donc tous les 5 ans, les opérateurs se mettent autour de la table et disent comment est-ce qu'on va fonctionner pour les 5 années à venir. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez sur un processus de politique publique classique à l'échelle transfrontalière. On voit très bien que l'accord cadre, il a fallu 7 ans pour arriver à quelque chose, et on n'y est pas encore. On est dans des temporalités qui sont un peu différentes. D'accord ? Troisième élément, la capacité des acteurs publics et privés à réagir lors de crises. Je vous le disais tout à l'heure, on l'a vu avec cet ensemble de cultures de coopération qui existent dans la région. Les gens se connaissent, travaillent ensemble depuis longtemps, donc sont en capacité de prendre des décisions rapidement et de régler les problèmes. Et ça, c'est une vraie force du système qui montre également la plus-value. On n'a pas eu énormément de problèmes jusqu'à présent, d'accord, en termes de gestion opérationnelle. Toutefois, on a quand même quelques soucis. Le premier souci, c'est cette forte fragmentation institutionnelle. On a beaucoup d'acteurs qui fonctionnent à différentes échelles. On ne sait pas toujours à qui parler. Comment est-ce qu'on partage les responsabilités? Comment est-ce que ça fonctionne? On a également un flou concernant la portée des interventions des acteurs et des différentes instances de gestion du Rhône. Qui est responsable? Pourquoi? À quel moment? Comment est-ce que ça se traduit? Et c'est sur le risque de ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, un système polycentrique faiblement coordonné. Le fait qu'on a un système avec beaucoup d'arènes de décision qui ne sont pas forcément très, très coordonnées, avec aussi des acteurs qui peuvent tirer profit de ces situations-là. Avoir une vraie position de pouvoir, parce que la fragmentation, ça induit aussi de l'opacité. Donc on a des acteurs qui peuvent bénéficier de ça et rester dans cette position de pouvoir pendant relativement longtemps. Deuxième élément ici, plutôt problématique, les lacunes de coordination et l'absence de vision commune de la gestion du Rhône. Donc malgré le fait qu'on ait 2 États, dans un périmètre, on a beaucoup d'eau, on est très bien doté, on a quand même eu entre 2011, 2012, une série d'événements qui ont montré qu'on pouvait avoir des crises, d'accord, au niveau international. On a quand même eu des discussions ministérielles, mais on n'a pas une arène qui existe sur les enjeux de quantité. Alors maintenant, on l'a, grâce au groupe de travail qui structure en fait le processus de négociation. Mais pendant longtemps, on n'avait pas grand-chose sur les enjeux quantitatifs. Dernier élément, et pas des moindres, une approche de gouvernance basée essentiellement sur une perspective sectorielle, c'est que clairement, le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, met l'emphase sur la production. Donc ce Rhône au service de la nation, il s'est un peu ouvert, mais on est quand même principalement dans une perspective productiviste, avec principalement des opérateurs énergéticiens qui sont aux manettes, sous évidemment le contrôle des États, mais malgré tout, on voit qu'on n'est pas encore dans une perspective, un changement de paradigme, où on considère le Rhône comme un écosystème à part entière. Perspective d'avenir. À partir de là, où est-ce que l'on va? Alors je vous ai parlé de ce retour des acteurs étatiques sur le devant de la scène.
Une image qui le montre bien, c'est ce tweet de Ségolène Royal en 2015, je crois, où elle dit à nouveau, elle le souligne après la visite de François Hollande, je suis à Berne, je discute avec ma collègue Doris Leuthard, ministre suisse de l'Environnement, d'énergie, de gestion de l'eau et du Rhône. D'accord ? Donc de nouveau ce Rhône qui est à l'agenda. On sent que les États ont envie de traiter de la question, avec un peu plus d'envie côté français que côté suisse, on dira, mais aussi avec des cultures politiques un peu différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi sur la dynamique de coopération. C'est-à-dire que côté français, on a très vite vu l'émergence d'une volonté de faire un accord. Il fallait signer un accord pour Ségolène Royal. Côté suisse, on disait on va réfléchir un peu, on va prendre notre temps, on va analyser, on va discuter. Donc vraiment, deux cultures politiques très différentes et deux qui ont une incidence sur le processus par la force des choses. Les choses bougent puisqu'en 2020, on a l'accord franco-suisse sur le Rhône avec le Conseil fédéral qui approuve le mandat de négociation de notre négociateur Franz Perez. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, la négociation commence. Alors, peut-être que Gilles pourra vous en parler, mais la négociation prend du temps et on n'y est pas encore du tout. C'est-à-dire qu'on a un accord cadre qui est sur la table, qui est prêt à être signé, mais il ne se signe pas pour l'instant. D'accord ? Donc, on verra. Il y a notre ministre des Affaires étrangères qui est à Paris maintenant. Peut-être que ça va débloquer les choses. Mais en tout cas, pour l'instant, on est encore en stand-by. Alors Genève est très fière, notamment l'Office fédéral de l'environnement est très fier d'avoir cette convention à Genève. Et cette convention, c'est la convention référence sur les questions transfrontalières, signée et ratifiée par la Suisse et la France. D'accord ? Et si vous regardez cette convention, elle est assez claire. Les parties riverains concluent sur une base d'égalité et de réciprocité des accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements. Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 du présent article prévoient la création d'organes communs. Donc c'est très clair sur ce qui devrait être fait, et ça a été accepté par les deux États. D'accord ? On devrait aller vers la création d'organes communs pour gérer la gestion quantitative du Rhône. Mais oui, on est en 2022 et pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment sur la table. Perspective d'avenir également. Tout d'abord, et là c'est un peu mon point de vue par rapport à cette évolution, tout d'abord cette volonté d'aller au-delà de la perspective productiviste. Ça, c'est un élément extrêmement important, difficile à atteindre dans ce contexte, que je vous l'ai décrit maintenant. Mais on voit tout de même des problèmes d'action qui sont recentrés dans une certaine mesure sur le fleuve et le lien au fleuve. On voit un narratif, par exemple, à la Compagnie nationale du Rhône sur ses missions d'intérêt général qui change un peu, avec une ouverture un peu plus sur la réappropriation des rives du Rhône par les riverains, par exemple. Donc ça, c'est déjà un peu un changement de mentalité qui existe. Mais également des initiatives comme celle où on est aujourd'hui, avec l'émergence de nouveaux narratifs, plutôt bottom-up, sur repenser ensemble ce que doit être la gestion du Rhône aujourd'hui, plus uniquement dans la perspective des opérateurs énergéticiens. Donc ça, c'est vraiment un changement qui est en cours et qui est extrêmement intéressant. Malgré tout, des incertitudes, quid de l'accord cadre ? Qu'est-ce qui va être écrit dans cet accord cadre ? Moi, j'en sais rien. Mais surtout, quid du processus participatif derrière l'accord cadre ? Je ne crois pas que la société civile a beaucoup été consultée sur comment cet accord cadre doit évoluer. Donc là, on a déjà aussi une indication de ce que les États veulent faire du Rhône dans l'avenir. On n'est pas dans ce tabula rasa, on va repartir sur un processus participatif, repenser le paradigme, valoriser les écosystèmes, pas tellement. On est plutôt dans un accord, à mon avis, plutôt à minima, qui va permettre de satisfaire les parties sans forcément changer les modus operandi. D'accord ? Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément d'incertitude, quid de la perspective productiviste ? Est-ce qu'elle va évoluer malgré les positions des États ? Alors, par exemple, moi qui suis suisse, je peux vous dire que le message qui est porté par les affaires étrangères à l'étranger est très différent du message porté à l'échelle nationale sur ce que devrait être la gestion de l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit que cette perspective productiviste, elle est encore très structurante. D'accord ? Donc, est-ce qu'elle va évoluer ? Ça, c'est une incertitude qui est assez profonde. Troisième élément, quid de l'opacité des modes opératoires ? On voit qu'on a un système aujourd'hui qui fonctionne sur du droit privé. On voit qu'on a quand même quelques lacunes de connaissances sur comment est-ce que ça fonctionne exactement. Donc, nous, on a essayé de soulever un peu le drap pour voir ce qu'il y avait dessous. Mais voilà, on a encore quand même une structure de gouvernance qui est beaucoup organisée autour de ces modes opératoires qui sont relativement opaques. Donc ça pose aussi une question de démocratie, de transparence sur les questions de gouvernance de l'environnement. Et enfin, dernier élément, quid de la dynamique transfrontalière ? Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la gestion transfrontalière de l'eau et cette belle culture transfrontalière que je vous décrivais au départ, elle ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Et on l'a vu de nouveau, et je parle de nouveau assez librement avec Gilles dans nos travaux, on a à l'échelle régionale une perspective transfrontalière qui a beaucoup changé, avec des acteurs qui sont moins impliqués,
avec l'absence de politiques qui sont forts et qui veulent porter ce message transfrontalier. Donc un contexte qui n'est pas forcément favorable à repenser ces structures de gouvernance. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je me réjouis d'avoir la discussion avec vous et de recevoir vos questions pour la suite. Merci.